Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Nous sommes toujours très heureux de vous retrouver. Les dirigeants du monde se sont réunis il y a 2 semaines au siège de l'ONU pour assister à la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Ces réunions annuelles sont l'occasion pour tous les États membres d'évoquer les questions qui préoccupent la communauté internationale. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous reviendrons sur les discours des chefs d'État et de gouvernement lors de cette grand-messe diplomatique annuelle. Nous verrons quels sont les principaux défis auxquels le monde est confronté et comment les dirigeants de la planète envisagent de les relever. Pour discuter de ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Brian Katulis, qui est chercheur associé au Middle East Institute, basé à Washington. Ancien membre du Center for American Progress, Brian Katulis a fait beaucoup de recherches sur les questions relatives à la sécurité nationale. Il a travaillé en Égypte, en Israël et en Jordanie, ainsi qu'au sein du Conseil de sécurité nationale et du département d'État et de la Défense des États-Unis. Brian a passé les 2 dernières semaines en Israël, puis à New York, et il nous parlera bien sûr de cette tournée. Soyez le bienvenu parmi nous, mais avant de commencer notre discussion, je vais commencer par donner la parole à notre chroniqueur George Landry. George, pouvez-vous nous rassurer d'abord sur votre état de santé après l'accident de voiture que vous avez eu? Ça va, tout va bien, il n'y a aucun danger, mais c'était une mauvaise journée. Alors pour commencer, pouvez-vous nous éclairer sur le rôle de l'ONU et ses limites? En fait, on voit que le veto russe rend le Conseil de sécurité inefficace face au conflit en Ukraine. En outre, nous avons remarqué que les missions des envoyés spéciaux du secrétaire général de l'ONU en Libye, au Sahara ou en Syrie n'ont pas abouti aux résultats escomptés. De plus, les institutions spécialisées des Nations Unies, telles que l'Organisation mondiale de la santé ou le PAM, le Programme alimentaire mondial, souffrent de déficits de financement qui limitent leur capacité à répondre aux crises mondiales. Alors, devant toutes ces entraves, quelle est la valeur ajoutée de l'ONU? Il est certain que l'Assemblée générale des Nations unies donne aux dirigeants de ses 193 États membres l'opportunité de parler au monde, mais cela suffit-il, selon vous? Bon, ce sont des questions importantes qui montrent que l'ONU ne peut pas résoudre tous les problèmes. Mais il faut aussi voir les efforts et l'apport positif de plusieurs de ses États membres. Regional efforts to resolve conflicts make more sense. I'll give you an example. Morocco has been a long-standing. Par exemple, le Maroc, en tant que vieil allié des États-Unis et premier pays à avoir reconnu notre indépendance en 1777, a une grande crédibilité sur la question russo-ukrainienne et dispose de tous les outils pour jouer un rôle déterminant dans le dénouement de cette crise. C'est un pays qui, je pense, peut jouer un rôle important pour convaincre Poutine que les choses ne se dérouleront pas aussi facilement qu'il les avait prévues et le pousser à chercher une issue. Je vois aussi que le Maroc a énormément à offrir à l'Afrique, car le Royaume est un leader fort de ses racines africaines et de son engagement constant en faveur du progrès et de la stabilité de l'Afrique. I feel like Morocco is in a position to do something, as we've seen in many of the issues that involve Africa. Bref, l'engagement du Maroc est clair.
C'est ce qui ressort du discours de ces responsables qui défendent un nouvel ordre mondial multilatéral fondé sur la justice, la crédibilité, le dynamisme et l'efficacité. Une position d'autant plus juste que l'Afrique est le continent le plus touché par les problèmes économiques qui affligent le monde. Par conséquent, le Maroc est le mieux placé pour jouer un rôle pivot. Le Royaume a tout le potentiel et dispose des outils nécessaires pour trouver des solutions sérieuses en faveur de l'Afrique. Is one of the most impacted regions of the world by the current economic difficulties and that's been plaguing the world. L'idée d'un nouvel ordre mondial m'interpelle. Cela signifie-t-il une nouvelle approche pour apporter des changements audacieux dans le fonctionnement de l'ONU? Ou alors s'agit-il de l'émergence d'une nouvelle organisation internationale? Je ne sais pas, mais une chose est sûre, c'est que l'ONU, telle qu'elle fonctionne actuellement, n'est pas en mesure de résoudre certains problèmes. Et cela ne signifie pas que la communauté internationale n'a pas la capacité de prendre des décisions. Je vous remercie, George, pour cette lecture pertinente. Brian, des manifestations massives embrasent l'Iran depuis la mort en détention le 16 septembre dernier d'une jeune femme, Mahsa Amini, qui était âgée de 22 ans. Elle a été arrêtée par la police des mœurs sous prétexte qu'elle portait des vêtements inappropriés. Dans le même temps, l'Iran est membre de la commission de la condition de la femme au sein de l'ONU. Devant cette contradiction entre ce qui se passe à l'intérieur de l'Iran et le statut de ce pays au sein des Nations Unies, cela vous surprend-il que beaucoup de gens remettent en question la crédibilité de l'ONU? Et pensez-vous qu'une réforme significative est possible aujourd'hui? Cela ne me surprend pas parce que pendant des décennies, les gens ont remis en question la légitimité de l'ONU sous divers aspects. Et nous en avons discuté auparavant ici, dans le cadre de cette émission. Ainsi, la question à laquelle vous avez fait référence, à savoir les manifestations en Iran, c'est un sujet qui touche nos cœurs et toute personne raisonnable devrait signaler la contradiction entre les pratiques du régime iranien et son admission au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Ceci est contraire à la logique. Pourtant, l'ONU continue de jouer un rôle important à travers les sessions de l'Assemblée générale, même si les discours des dirigeants reflètent leur mépris les uns envers les autres. Il est important que les dirigeants se rencontrent et discutent. Par exemple, le débat qui a eu lieu entre le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, et le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, a permis de montrer clairement les positions des deux parties. C'est important, mais les Nations Unies peuvent-elles résoudre ces problématiques? Pas vraiment. Heureusement, certaines agences des Nations Unies continuent inlassablement de fournir leurs services. D'ailleurs, j'étais récemment en Palestine, où l'UNRWA fournit des services d'éducation de base aux enfants palestiniens que ni Israël, ni l'autorité palestinienne, ni le Hamas ne fournissent aux citoyens. Quand l'administration Trump a mis fin au financement américain de l'UNRWA, c'était un désastre pour les Palestiniens, car les enfants ne doivent pas être négligés dans nos réformes. Right. Okay. You know, we're going to get into some of that later when we talk about President Biden, but Bien, nous reviendrons sur ce point un peu plus tard lorsque nous parlerons de l'administration Biden. Je voudrais maintenant évoquer le discours du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui a dit des choses vraiment intéressantes et dont certaines ont été mentionnées tout à l'heure par George Landwitt. Certains soutiennent que l'ONU n'est efficace que si elle sert le système mondial qu'elle représente. Et Georges a fait référence au discours du chef du gouvernement marocain Aziz Akhannouch. Je voudrais ici citer ce qui m'intéressait dans le discours de Guterres. Je le cite. « Notre monde est en péril et paralysé. Les clivages géopolitiques actuels sapent le travail du Conseil de sécurité. Ils sapent le droit international, sapent la confiance et l'espoir que placent les gens dans les institutions démocratiques, sapent toute forme de coopération internationale. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. » Fin de citation.
En fait, les propos du secrétaire général de l'ONU sont proches de ceux du chef du gouvernement marocain. Dans le cas de l'invasion russe de l'Ukraine, nous avons vu que de nombreux pays ne voulaient pas être obligés de choisir entre les grandes puissances. Dans quelle mesure les divisions géopolitiques et l'absence de consensus à l'échelon mondial empêchent-ils la possibilité de parvenir à une sécurité collective significative? Cela la restreint définitivement et nous l'avons vu chaque mois durant l'année écoulée. Nous avons vu l'invasion de l'Ukraine par la Russie et les risques réels d'invasion de Taïwan par la Chine. En fait, les pays testent les limites de leur pouvoir et les frontières, qui sont un symbole de la souveraineté, ont été soumis à un choc brutal. Les équilibres mondiaux ont beaucoup changé. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est pas récent. C'est peut-être quelque chose qui a vu le jour depuis une décennie et cela évolue aujourd'hui à un rythme plus rapide, ce qui suscite des inquiétudes. Et en raison de ces tensions et de ceux qui violent le droit international, nous voyons émerger de nouvelles alliances. L'OTAN, par exemple, est réapparue comme une force de réaction plus importante après être restée sur la touche pendant un certain temps. De même, le G7 est devenu une instance avec laquelle de nombreux pays dans le monde cherchent à nouer des alliances. En fin de compte, le plus gros problème auquel la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies a été confrontée est celui du changement climatique. Donc il y a un véritable besoin de coopération entre les grandes puissances du monde, comme les États-Unis, la Chine et la Russie. D'ailleurs, permettez-moi de clarifier le fait que la Russie est une grande puissance uniquement en raison de son arsenal nucléaire colossal. Son économie est petite et la guerre en Ukraine a démontré la grande faiblesse de la puissance militaire russe. L'économie de la Fédération de Russie est en déclin, elle pèse moins lourd que celle de la Californie. En fait, tout indique que la Russie est un pays en déclin et la question est maintenant de savoir comment nous pouvons réellement réduire les risques d'instabilité et de guerre nucléaire. Je dirais qu'il faut choisir entre la grande puissance mondiale que représentent les États-Unis et l'ancienne superpuissance incarnée par la Russie de Poutine. Passons maintenant au discours du président Biden que nous commenterons après une courte pause. Pour ceux qui ne veulent pas prendre position sur la guerre russe en Ukraine, Biden a envoyé un message clair et ferme. J'en cite un extrait. Il faut s'opposer à une politique mondiale de peur et de coercition, défendre les droits souverains des petites nations sur un pied d'égalité avec ceux des grandes, faire sien les principes de base comme la liberté de navigation, le respect du droit international et la maîtrise des armements, même si nous sommes en désaccord sur quoi que ce soit d'autre, c'est le terrain d'entente qui doit nous servir de base. Fin de citation. Biden envoie ici un message clair à ceux qui évitent le choix. Et je vous pose deux questions. La première, est-ce que les États-Unis comprennent que tous leurs alliés ne voient pas le monde de cette façon? Deuxième question, quel est l'impact de ce désaccord sur les relations bilatérales des États-Unis? Nous allons maintenant faire une courte pause avant de nous retrouver pour répondre à ces questions. Restez avec nous. Nous voilà de retour pour la suite de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Notre discussion porte aujourd'hui sur certaines des questions soulevées par les pays membres de l'ONU, dont le Maroc, au niveau des discours prononcés lors de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Avant la pause, j'ai demandé à mon invité Brian Katulis si les États-Unis savent et comprennent que bon nombre de leurs partenaires ne veulent pas être obligés de choisir entre les États-Unis et la Russie. Et je lui demandais quelles pouvaient être les conséquences de ce choix sur leurs relations avec les États-Unis. Brian, nous vous écoutons. Je pense que l'administration Biden est pragmatique et peut reconnaître le fait que l'Inde, en tant que démocratie la plus peuplée du globe, a adopté une position neutre et n'a pas parié sur cette grande guerre. Cela n'a pas empêché les États-Unis et le président Biden de tendre la main à l'Inde en vue de collaborer ensemble sur une série de questions. Plus récemment, lorsque Biden s'est rendu au Moyen-Orient, il a annoncé une initiative de coopération entre l'Inde, Israël, les États-Unis et les Émirats arabes unis. Cela montre clairement
clairement le pragmatisme américain. Les États-Unis comprennent que nous ne sommes plus en 1991 et qu'il ne s'agit pas d'une guerre froide. La Maison-Blanche, sous le président Biden, comprend que les pays du monde s'interrogent sur la crédibilité de la dépendance stratégique vis-à-vis des États-Unis. Ces pays s'inquiètent des cycles électoraux américains et de la façon dont les tendances vont de la droite à la gauche. Par conséquent, les pays comprennent que nous ne serons pas d'accord sur tous les sujets et je pense que l'important ici est d'aller le plus possible vers des alliances stratégiques avec certains de nos alliés et partenaires les plus proches et d'être d'accord avec eux sur d'autres questions. Quant à votre deuxième question sur les relations bilatérales, cela dépend non seulement du contenu de la relation et de la profondeur des liens sécuritaires et économiques, mais aussi du volet diplomatique. Vous, en tant que diplomate, vous savez à quel point la confiance peut être établie malgré le grand désaccord sur certaines questions entre les pays. C'est la tâche des diplomates américains et de leurs homologues dans ces pays. Cela dépend d'une volonté de consolider les relations bilatérales sur des bases saines et solides. D'accord. Parlons maintenant du discours du chef du gouvernement marocain Aziz Akhannouch. Il a dit deux choses qui ont retenu mon attention. D'abord, la question du Sahara, j'en cite un extrait. La reconnaissance par l'Algérie de sa responsabilité dans le conflit artificiel du Sahara constitue la première condition pour un règlement définitif de la crise. Fin de citation. Puis il a renouvelé l'engagement du Maroc à trouver une solution politique en soulignant que l'initiative d'autonomie présentée par le Maroc est la seule et unique solution qui puisse mettre fin au conflit artificiel autour du Sahara marocain. Alors avez-vous observé un élan au sein des Nations Unies ou parmi ses membres quant à ce sujet? I think what we've seen this year at UNGA are statements by the affected countries and countries that are deeply interested in this, obviously Morocco, Algeria. The UN Secretary General Antonio Guterres said some nice things about Morocco's role on all of this. Bon, je pense que ce dont nous avons été témoins cette année lors de l'Assemblée générale, ce sont des déclarations des pays concernés et intéressés par cette question, au premier rang desquels bien sûr le Maroc, l'Algérie et même le secrétaire général de l'ONU, Guterres, qui a dit des choses favorables à l'égard du Maroc. Those are the things that are in play, but if you're asking in the international arena, I don't see those dynamics. Une autre question a été soulevée par le chef du gouvernement marocain Aziz Akhannouch, celle de la Palestine. Il a réitéré le soutien du Maroc à la cause palestinienne et a appelé à l'adoption de la solution à deux États convenue au niveau international. De même, le président Biden a également évoqué le soutien des États-Unis à la solution à deux États. Comme je l'ai dit au début de l'émission, vous revenez d'une tournée en Israël et dans les territoires palestiniens. Vous avez rencontré un certain nombre de responsables. Qu'avez-vous remarqué lors de cette visite et quelles sont les chances de parvenir à une solution à deux États? Je vais soulever 3 points. Tout d'abord, le côté israélien, car Israël est la partie la plus forte qui a en main les meilleures cartes du fait de la puissance de son économie et de son armée. Je ne vois pas la politique israélienne s'ouvrir à une solution à deux États dans un avenir proche. Le premier ministre israélien, Yair Lapid, a prononcé son discours devant l'Assemblée générale. Israël a été témoin de 5 élections en 3 ans et dans le meilleur des scénarios, l'État hébreu assistera à une 6e élection l'année prochaine. Par conséquent, la division qui existe ainsi que la tendance sur le flanc de la droite israélienne rendent difficile d'imaginer des avancées majeures comme dans les années 1990 quand Israël avait conclu un accord de paix avec la Jordanie. Deuxièmement, les Palestiniens sont également divisés politiquement. Le président Abbas s'est exprimé devant l'ONU, mais il ne représente qu'une petite partie de l'électorat palestinien et il n'a aucun contrôle sur Gaza. De nombreux Palestiniens ne le respectent pas. Il a pris le pouvoir depuis 2005 sans tenir d'élection, ce qui remet en question sa légitimité. Troisièmement, malgré tous les discours de l'administration Biden et en dépit de ses récentes visites en Israël et chez les Palestiniens, on a le sentiment que les États-Unis ne s'intéressent plus à cette question comme c'était le cas dans les années 1990 ou lors de l'an 2000 ou même pendant les années 30. Nous n'avons pas vu de hauts responsables américains aller dans la région pour tenter de trouver une solution à deux États.
En fait, la scène israélienne semble défavorable à la solution à deux États et je pense que nous verrons une tentative pour rouvrir le consulat général américain à Jérusalem, pour établir des relations avec les Palestiniens et fournir des financements pour les hôpitaux. C'est une promesse qui a été faite par le président Biden lors de son dernier voyage, mais qui n'a pas encore été mise en œuvre. Il n'y a donc rien de substantiel. Nous devons donc attendre et voir ce qui se passera lors des élections israéliennes et lors de la prochaine transition inévitable du leadership palestinien. Je vais maintenant passer à un autre sujet qui est au centre de votre intérêt au Middle East Institute, à savoir la question de la sécurité humaine, qui comprend le changement climatique, la sécurité alimentaire et la sécurité sanitaire. Alors, dans le contexte de vos discussions à New York sur ces questions, avez-vous remarqué une amélioration au niveau de la capacité du monde à protéger l'humanité contre ces menaces ? Écoutez, je pense que le système mondial traverse aujourd'hui une phase délicate. Il est confronté à trois enjeux, le changement climatique, la sécurité alimentaire et la sécurité énergétique. En fait, il y a une volonté persistante de traiter ces enjeux après que le monde a traversé diverses crises. Permettez-moi de vous donner un exemple. Les conférences des parties sur les changements climatiques COP27 et COP28 se tiendront au Moyen-Orient, en Égypte cette année et l'année prochaine aux Émirats arabes unis. Par conséquent, j'ai remarqué que de nombreux pays, y compris les pays producteurs de pétrole, se sentent davantage responsables d'atteindre l'objectif final d'ici 2050. Cela ne signifie pas qu'un nouvel accord de Paris sera conclu, mais cela signifie que les pays sont incités à trouver des initiatives individuelles. Alors ces initiatives mèneront-elles à une solution au problème ? On verra. Quant à la crise de la sécurité alimentaire qui inquiète tout le monde, nous devrions ressentir la même chose à propos de la guerre en Ukraine. D'ailleurs, de nombreux aspects d'un scénario cauchemardesque de la sécurité alimentaire qui se profilait au printemps de cette année ne se sont pas produits en partie parce que la diplomatie turque est intervenue en tant que médiateur entre la Russie et l'Ukraine pour permettre l'exportation de blé et d'autres céréales, mais aussi parce que le système mondial, avec toutes ses lacunes, s'est adapté à la réalité parce qu'il y avait des dirigeants qui avaient la perception que le secteur privé peut réaliser des bénéfices grâce à des chaînes d'approvisionnement supplémentaires. Quant à la sécurité énergétique qui est liée au changement climatique, cette année a été un signal d'alarme pour le monde, notamment avec la forte hausse des prix de l'énergie au printemps en raison de la guerre en Ukraine. Cependant, nous assistons aujourd'hui à une énorme baisse des prix de l'énergie à cause de la récession mondiale et je pense que la grande leçon de cette année est que malgré les nombreuses discussions sur la transition vers l'énergie propre qui se produira à l'avenir, nous avons besoin d'une plus grande approche réaliste d'utiliser tous les types d'énergie disponibles, y compris les combustibles fossiles, avant de passer une fois pour toutes à une énergie propre. Pensez-vous qu'avec cette crise, un nouvel ordre international puisse se mettre en place et qu'au final, tout cela donne lieu à des avancées sur la question des droits de l'homme dans des pays ayant misé sur le tout sécuritaire? C'est une excellente question. En fait, je n'ai pas pensé auparavant à la dynamique entre les deux, mais je dirais que cela ne se produira pas de sitôt en partie, car si vous examinez la délicate question de la sécurité, vous verrez de nombreux facteurs liés à la capacité du régime à survivre et à jouir d'une légitimité dans des régimes spécifiques, que ce soit Poutine en Russie ou Xi Jinping en Chine, surtout avec des rumeurs de tentatives de coup d'État à Pékin, ce qui semble irréel, mais personne ne le sait. En effet, lorsqu'il y a un régime totalitaire comme l'Iran, il y a aussi un aspect sécuritaire. De nombreux systèmes de gouvernance se maintiennent sans le soutien du peuple, ce qui implique une certaine instabilité dont ils dépendent des services de sécurité, comme c'est le cas en Corée du Nord où la menace des armes nucléaires est utilisée contre les pays étrangers pour camoufler ses problèmes internes. Ainsi, quand il s'agit de ceux qui ont des armes et de l'argent en quelque sorte, ils sapent parfois la légitimité de ces régimes totalitaires, et c'est pourquoi des défis se présentent. Votre question est très intéressante. Je vous renvoie la parole à Don.
Autre point que nous n'avons pas eu le temps d'aborder aujourd'hui, la décision de Michael Bloomberg d'accompagner le Maroc dans sa transition énergétique à travers le financement de projets d'énergie renouvelable afin de donner une impulsion au rôle de premier plan que le Royaume joue déjà pour atténuer les effets du changement climatique dans une région du monde très affectée par le réchauffement et l'urgence climatique. Le Maroc, qui joue un rôle vital pour la sécurité alimentaire en produisant des engrais, ainsi que pour la sécurité sanitaire du continent africain, à travers la coopération avec un certain nombre d'organisations pour améliorer la production de vaccins. Ce sont là des exemples de ce que la coopération internationale peut réaliser. Mais il y a, on l'a vu aussi, des limites à travers les lacunes du Conseil de sécurité ou encore quand la communauté internationale ne parvient pas à résoudre la question du Sahara marocain de manière définitive et responsable. Je pense que pour relever les défis auxquels notre planète est confrontée, la coopération entre les États et le partenariat entre les secteurs publics et privés doivent être encouragés. Nous arrivons déjà au terme de cette discussion qui portait sur des sujets complexes mais ô combien importants. Je tiens à remercier notre invité, Brian Katulis. Merci également à notre chroniqueur, George Landuit. Merci à vous pour votre attention et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À très bientôt.